Bonjour et bienvenue pour cette séance d'exercice corrigé sur le chapitre d'écrire un mouvement, vu en classe de seconde. Nous nous concentrons au cours de cette séance sur le vocabulaire et les calculs essentiels pour bien comprendre le chapitre. Mais je vous rappelle que lors du cours, nous avions également parlé de vitesse instantanée et de vecteur vitesse. Ce sont des notions qui ne seront pas traitées ici, mais dans une seconde vidéo de correction d'exercice. Nous traiterons ici 6 exercices et nous parlerons de référentiel, d'échelle spatiale, de vitesse moyenne. Je vous invite à télécharger ces exercices dans la description de la vidéo et à essayer de les résoudre par vous-même avant de visualiser la correction. Commençons tout de suite avec le premier exercice où nous avons plusieurs personnes aux abords d'un tapis roulant et on souhaite étudier le mouvement des uns en fonction des autres. Un exercice essentiel pour bien comprendre l'intérêt d'utiliser des référentiels en physique. Pour la première série de questions, nous avons Claire et François qui sont sur un tapis roulant qui avance à une vitesse de 0,8 mètres par seconde, tandis qu'Émilie est immobile. On souhaite déjà savoir si François il est en mouvement par rapport à Claire. Eh bien non, François il est à ses côtés sur le tapis et il est donc immobile par rapport à Claire. On souhaite ensuite savoir si François il est en mouvement par rapport à Émilie. Et cette fois-ci, oui, Émilie elle va voir François s'avancer vers elle au fur et à mesure que le tapis avance, puis s'éloigner une fois qu'il lui sera passé devant. Et pour répondre à la troisième question, Émilie est également en mouvement par rapport à François, puisqu'il va la voir s'approcher de lui jusqu'à ce qu'elle se trouve en face de lui, puis il va la voir s'éloigner au fur et à mesure que le tapis roulant l'emporte. Quatrième question, on souhaite savoir par rapport à quel observateur la vitesse du tapis roulant nous est donnée. Donc par rapport à François et Claire, le tapis il n'a finalement aucune vitesse puisqu'il est collé à leurs pieds, il se déplace en même temps qu'eux. Par contre, par rapport à Émilie, c'est bien là que le tapis il va se déplacer à une vitesse de 0,8 mètres par seconde. Passons à la deuxième série de questions où François à présent va avancer sur le tapis roulant dans le sens de la marche en faisant un pas par seconde. On souhaite alors savoir quelle est la vitesse de François par rapport à Claire, qui est elle aussi sur le tapis. Eh bien, il s'éloigne d'elle d'un pas toutes les secondes. Et un pas mesurant 0,5 mètres, comme c'est écrit dans l'énoncé, François s'éloigne de Claire à une vitesse de 0,5 mètres par seconde. Maintenant, sa vitesse par rapport à Émilie, elle sera différente, puisque non seulement il marche à une vitesse de 0,5 mètres par seconde, mais en plus le tapis l'emmène à une vitesse de 0,8 mètres par seconde. Donc par rapport à Émilie, il va se déplacer à une vitesse totale de 1,3 mètres par seconde. Enfin, on souhaite savoir quelle serait la vitesse de François par rapport à Émilie s'il était sur le tapis mais qu'il avançait dans le sens inverse. Donc le tapis rapprocherait François d'Émilie de 0,8 mètres toutes les secondes, tandis que François, il tenterait lui de s'éloigner de 0,5 mètres toutes les secondes. Donc globalement, il se rapprocherait tout de même d'Émilie de 0,3 mètres toutes les secondes, puisqu'il n'arrive pas à rattraper la vitesse du tapis. Il passerait donc devant elle, puis s'éloignerait avec une vitesse de 0,3 mètres par seconde. Deuxième exercice, un petit peu plus classique en seconde, toujours pour appréhender cette notion de référentiel. Et ici, on a un cycliste qui roule en ligne droite à une vitesse constante, et on a une moto qui le filme en roulant à côté de lui. On souhaite déjà connaître le mouvement du cycliste dans le référentiel lié à la route. Il s'agit ici du référentiel terrestre que nous avons vu dans le cours et qui permet d'observer le mouvement d'un objet par rapport au sol, par rapport à la surface de la Terre. Donc les points successifs occupés par le cycliste par rapport à la route, ils forment une droite. Par conséquent, le mouvement il va être rectiligne. De plus, on nous dit dans l'énoncé que le cycliste il roule à une vitesse constante. Ainsi, on peut également ajouter que le mouvement il est uniforme. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, à savoir quel est le mouvement du cycliste dans le référentiel lié à la moto, ici on ne va pas pouvoir vraiment décrire de trajectoire, étant donné que la moto se déplace en même temps que le cycliste. Le cycliste il est donc immobile par rapport à la moto. Pour la question 2 maintenant, si on prend un point du cadre du vélo et qu'on dit qu'il est regardé par un spectateur immobile, ce point il va se déplacer selon une ligne droite. Donc ici, la trajectoire décrite étant une droite, le mouvement est rectiligne. Et toujours pareil, on peut ajouter que le mouvement est uniforme, donc rectiligne uniforme, puisque la vitesse du cycliste est constante. Troisième question, cette fois on reprend le référentiel de la moto qui roule à côté du vélo à la même vitesse. Et même si le vélo il n'avance ou il ne recule pas par rapport à la moto, si le motard regarde un point de la roue du vélo,
elle va bien être en train de tourner. Donc la trajectoire décrite par la roue du vélo, c'est un cercle. Et on peut donc dire, puisque la trajectoire est un cercle, que le mouvement il est circulaire. On peut une nouvelle fois ajouter que le mouvement est uniforme, puisque le cycliste roule à une vitesse constante. Donc la roue tournera toujours à la même vitesse. Le mouvement est donc circulaire et uniforme. Passons maintenant au troisième exercice sur le mouvement d'un hélicoptère. Cet exercice se décompose en deux grandes questions. Lors de la première, l'hélicoptère il va effectuer un vol stationnaire, c'est-à-dire que la cabine reste immobile par rapport au sol. On souhaite alors savoir quelle est la forme de la trajectoire d'un point A situé à l'extrémité d'une hélice dans le référentiel de la cabine de l'hélicoptère. Donc si on pense à un pilote qui serait assis dans la cabine et qui regarde le bout de l'hélice, il verrait l'hélice tourner. La trajectoire de ce point A au bout de l'hélice est donc un cercle, ce qui signifie que le mouvement il va être circulaire. Maintenant, pour la question 2b, si on utilise le référentiel terrestre, eh bien finalement cela ne va pas changer grand-chose. Un observateur situé au sol verrait toujours l'hélice en train de tourner. Et le point A situé à l'extrémité de l'hélice décrit bien une trajectoire en forme de cercle, ce qui correspond à un mouvement circulaire. Passons à la deuxième partie de l'exercice où l'hélicoptère effectue cette fois un vol rectiligne horizontal en se déplaçant à une vitesse constante de 90 km/h. On souhaite à présent donner un référentiel possible dans lequel la trajectoire du point A, toujours situé à l'extrémité de l'hélice, décrit un cercle. Donc on peut reprendre ici le référentiel de la cabine. Si on pense au pilote, il va toujours à ce moment-là voir le bout de l'hélice décrire des cercles. Pour la deuxième question sur ce vol, on souhaite savoir dans quel référentiel le mouvement d'un point du nez de l'hélicoptère sera rectiligne uniforme. Donc si on prend le référentiel terrestre, c'est-à-dire un point à la surface de la Terre, la trajectoire du point N va décrire une droite. Donc c'est bien dans ce référentiel terrestre que le nez de l'hélicoptère il a un mouvement rectiligne uniforme. Rectiligne parce que la trajectoire est une droite et uniforme parce que la vitesse de l'hélicoptère est constante. On souhaite pour la dernière question de cet exercice déterminer la vitesse de l'hélicoptère en mètres par seconde, sachant qu'elle nous est donnée en km par heure et qu'elle vaut 90 km par heure. Donc s'il fait 90 km en 1 heure, cela signifie finalement qu'il fait 90 000 mètres en 1 heure. Et s'il fait 90 000 mètres en 1 heure, cela signifie qu'il fait 90 000 mètres en 3600 secondes, puisque dans 1 heure, il y a 60 minutes contenant chacune 60 secondes, ce qui fait bien un total de 3600 secondes dans 1 heure. Et si en 3600 secondes l'hélicoptère parcourt 90 000 mètres, en une seule seconde, il fera 25 mètres. Puisque si on divise 90 000 par 3600, on obtient bien 25. Donc finalement, la vitesse de l'hélicoptère, elle est de 25 mètres par seconde. Maintenant, pour convertir des vitesses de km par heure en mètres par seconde, le calcul il sera en fait toujours le même. On peut donc trouver directement le résultat en divisant la vitesse en km par heure par 3,6. On trouve ainsi la vitesse en mètres par seconde. Exemple, on divise 90 par 3,6, ça nous donne bien 25. Donc 90 km par heure, ça correspond bien à 25 mètres par seconde. Et petite remarque, si on a une vitesse en mètres par seconde que l'on souhaite convertir en km par heure, il nous suffit cette fois de multiplier la vitesse par 3,6. Exemple, 25 fois 3,6 égale 90. Donc 25 mètres par seconde, ça correspond bien à 90 km par heure. Enfin, il nous restait une petite question pour terminer l'exercice, à savoir quelle est la distance que va parcourir l'hélicoptère en 8 secondes. Et bien, s'il parcourt 25 mètres en 1 seconde, en 8 secondes, il en aura parcouru 200. Voyons maintenant le quatrième exercice, où on étudie le mouvement d'un automobiliste qui s'appelle Christophe et qui avance à vitesse constante. On nous dit qu'il parcourt 250 mètres en 7,5 secondes. On souhaite pour la première question calculer la vitesse de Christophe dans plusieurs référentiels. Donc déjà dans le référentiel de l'automobile. Ici c'est assez simple, Christophe il ne bouge pas par rapport à sa voiture. Il est donc immobile. Et on peut dire que sa vitesse elle est de 0 mètres par seconde ou de 0 km par heure. Par contre, dans le référentiel terrestre, donc par rapport à un point situé à la surface de la Terre, Christophe il avance. Il parcourt en effet 250 mètres en 7,5 secondes. Et si on divise cette distance par 7,5, on va trouver quelle est la distance qu'il parcourt en 1 seconde. En l'occurrence, il parcourt 33 mètres en 1 seconde. On peut donc déjà dire que dans le référentiel terrestre,
la vitesse de Christophe, elle est de 33 mètres par seconde. Et si on veut convertir cette distance en km par heure, il suffit de multiplier par 3,6, comme nous l'avons vu dans l'exercice précédent. On obtient donc une vitesse de 120 km par heure. Nous avons donc parlé de vitesse, maintenant on nous demande quelles sont les trajectoires de Christophe dans chacun de ces deux référentiels. Pour commencer par le référentiel de l'automobile, Christophe ne bouge pas par rapport à celle-ci. Sa trajectoire, si on peut parler de trajectoire, c'est donc seulement un point fixe. Par contre, dans le référentiel terrestre, Christophe se déplace en suivant une droite. Puisqu'il est sur une route qui va tout droit, comme nous l'indique l'énoncé, sa trajectoire dans le référentiel terrestre, c'est donc une droite. Pour terminer, maintenant qu'on connaît les trajectoires et les vitesses, on souhaite commenter le mouvement de Christophe dans chacun de ces deux référentiels. Donc dans le référentiel lié à l'auto, Christophe est immobile. Et dans le référentiel terrestre, le mouvement de Christophe est rectiligne, puisque sa trajectoire est une droite. Et son mouvement est également uniforme, puisqu'il roule à vitesse constante. Ainsi, dans le référentiel terrestre, le mouvement de Christophe est rectiligne uniforme. Dans le cinquième exercice, nous allons étudier cette fois le mouvement de la Lune autour de la Terre. La Lune étant le seul satellite naturel de la Terre qui met 27,3 journées pour en faire le tour. Premièrement, on nous demande de choisir un référentiel pertinent pour étudier le mouvement de ce satellite. Ici, il faut bien choisir le référentiel géocentrique, comme nous avons vu dans le cours, c'est-à-dire prendre comme point de référence le centre de la Terre pour bien pouvoir observer la trajectoire de la Lune durant ces 27,3 journées. Et si on choisit bien ce référentiel, on va pouvoir observer la Lune qui décrit un cercle autour du centre de la Terre. Pour répondre à la deuxième question, la trajectoire décrite par la Lune, c'est donc un cercle. Attention au vocabulaire à utiliser ici en physique, une erreur courante à ne pas faire, c'est surtout de ne pas dire que la trajectoire est circulaire. La trajectoire c'est bien un cercle, et puisque la trajectoire est un cercle, le mouvement lui sera circulaire. C'est d'ailleurs ce qui est demandé à la troisième question, on demande la nature du mouvement, il est circulaire. Et on demande de le justifier, on dit que c'est parce que la trajectoire est un cercle. Enfin, la Lune, elle met toujours 27,3 jours pour faire le tour de la Terre, comme c'est écrit dans l'énoncé. Sa vitesse, elle est donc constante. On peut donc ajouter que le mouvement, il est uniforme. Nous sommes donc en présence d'un mouvement qui est circulaire et uniforme. Enfin, petite question calcul, on souhaite justement savoir quelle est la vitesse de la Lune dans ce référentiel. On nous donne pour cela pas mal de données pour résoudre le calcul, mais il faut se souvenir que la vitesse, elle est bien égale à la distance parcourue au cours du mouvement, divisé par le temps que met la Lune à compléter ce mouvement. On calcule ici la vitesse moyenne de la Lune durant son mouvement. On va souhaiter ici exprimer la vitesse en km par heure, et donc le temps, il va devoir être exprimé en heures. Donc si la Lune elle met 27,3 journées pour faire le tour de la Terre, cela signifie qu'elle met 655,2 heures exactement pour faire une rotation complète. Puisqu'il y a 24 heures dans une journée et que 27,3 fois 24, ça nous donne 655,2. Quant à la distance parcourue, elle doit être donnée en kilomètres et il s'agit du cercle qu'elle décrit en 27,3 journées dont il faut connaître le périmètre. La formule pour calculer le périmètre d'un cercle nous est d'ailleurs rappelée dans l'énoncé. Il faut multiplier 2 fois le rayon par pi. Le rayon de ce cercle étant la distance entre le centre de la Terre et celui de la Lune. Donc en multipliant cette distance qui vaut 3,9 fois 10 puissance 5 km par 2 puis par pi, on trouve que le périmètre du cercle, autrement dit la trajectoire parcourue par la Lune, elle vaut 2,45 fois 10 puissance 6 km. Ce qui va finalement nous permettre de calculer la vitesse en divisant cette distance par 655,22 heures. On trouve finalement que la Lune, elle tourne autour de la Terre à une vitesse constante de 3,7 fois 10 puissance 3 km par heure. Passons au dernier exercice de cette séance, l'exercice 6, où nous allons cette fois étudier le mouvement du Soleil dans notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée. On souhaite déjà choisir un référentiel pertinent pour étudier le mouvement du Soleil. Donc le Soleil étant en orbite autour du centre de notre galaxie, il va falloir étudier son mouvement par rapport à celui-ci. Un choix pertinent, c'est donc de prendre comme référentiel le centre de la galaxie. Ce type de référentiel est par ailleurs appelé un référentiel galactocentrique, mais il ne fait pas partie des référentiels à connaître en classe de seconde.
À l'aide du document, on souhaite à présent déterminer quelle est la distance entre le centre de la galaxie et le Soleil. Si on mesure cette distance à la règle, on s'aperçoit qu'elle vaut environ 2 cm. Or, dans l'énoncé, l'échelle spatiale nous est fournie, et cette échelle spatiale nous dit que 1 cm sur le schéma correspond à une distance de 12 500 années-lumière dans la réalité. Même si les valeurs sont assez parlantes ici, on peut tout de même faire un petit tableau de proportionnalité contenant 2 colonnes, une pour les valeurs mesurées sur le schéma et une pour les distances dans la réalité. Et en multipliant simplement par 2 ici, on voit bien que la distance entre le centre de la galaxie et le Soleil, elle est de 25 000 années-lumière dans la réalité. Troisième question, nous souhaitons à présent calculer le temps que met le Soleil à faire un tour de la galaxie. On nous donne d'ailleurs la vitesse à laquelle il se déplace, en kilomètres par seconde. Nous allons donc nous servir de la formule de la vitesse moyenne. Nous exprimerons ici la distance en kilomètres et la durée en secondes, puisque la vitesse est fournie en kilomètres par seconde. Intéressons-nous déjà à la partie distance, puisque nous avons des conversions à effectuer ici. En effet, les distances, elles nous sont fournies en années-lumière, alors que nous les souhaitons en kilomètres. Donc, dans les données de l'énoncé, on nous dit qu'une année-lumière vaut 9,46 fois 10 puissance 12 km. La distance qui sépare le Soleil du centre de la galaxie, et qui est de 25 000 années-lumière, comme nous l'avions vu à la question précédente, correspond donc à une distance de 2,37 fois 10 puissance 17 km. Nous connaissons donc en kilomètres la distance qui sépare le Soleil du centre de la galaxie, mais nous ne connaissons pas encore la distance que va parcourir le Soleil au cours de son mouvement. En effet, le Soleil va parcourir un cercle dont le rayon vaut 2,37 fois 10 puissance 17 km. Donc reprenons la formule pour calculer le périmètre d'un cercle, comme dans l'exercice précédent. Cette formule nous est d'ailleurs une nouvelle fois rappelée dans les données de l'énoncé. Et notre périmètre, il vaut ce rayon que nous venons de trouver multiplié par 2, multiplié par pi, soit finalement une distance que va parcourir le Soleil de 1,49 fois 10 puissance 18 km. Nous connaissons donc la distance que parcourt le Soleil, et ce en kilomètres. Nous connaissons également la vitesse du Soleil en mètres par seconde, et nous allons donc pouvoir trouver la durée mise par le Soleil pour faire le tour de la galaxie, puisque dans une relation qui contient 3 grandeurs, si nous en connaissons 2, nous pouvons facilement trouver la troisième par le calcul. Ici, en l'occurrence, le delta t, qui se calculera en divisant la distance par la vitesse. En passant à l'application numérique et en divisant le périmètre du cercle calculé en kilomètres, à savoir 1,49 fois 10 puissance 18 par la vitesse, soit 227, on trouve finalement un temps de 6,56 fois 10 puissance 15 secondes pour la durée mise par le Soleil pour faire un tour de la galaxie. Dernière question de cet exercice, on nous dit que le Soleil, il est vieux de 5 milliards d'années. Et on souhaite donc savoir, depuis sa naissance, combien de fois il a fait le tour de la galaxie. Tout en sachant que nous venons de calculer à la question 3 que le Soleil y met 6,56 fois 10 puissance 15 secondes pour faire un tour de la galaxie. Si on convertissait ce temps calculé en années, on pourrait plus facilement découvrir combien est-ce que le Soleil a fait de tours. En effet, si ce temps il correspond par exemple à 1 milliard d'années, alors que le Soleil est vieux de 5 milliards d'années, alors le Soleil il aurait eu le temps de faire 5 tours de la galaxie depuis sa naissance. Donc passons déjà ce temps en minutes, en le divisant par 60, nous obtenons 1,09 fois 10 puissance 14 minutes pour faire le tour de la galaxie. Passons à présent ce temps en heures, en le divisant une nouvelle fois par 60, puisqu'une heure contient 60 minutes, on obtient 1,82 fois 10 puissance 12 heures. Puis mettons ce temps en journée, tout en sachant qu'il y a 24 heures dans une journée. On va donc diviser le résultat par 24 et on obtient cette fois-ci 7,59 fois 10 puissance 10 journées pour que le Soleil complète un tour de la galaxie. Enfin, passons ce temps en années en le divisant par 365,25 puisque une année contient en moyenne 365,25 jours. On obtient donc que le Soleil met 2,08 fois 10 puissance 8 années pour faire le tour de la galaxie. Et ce très grand nombre, finalement, il correspond à 208 millions d'années, puisque je vous rappelle qu'un milliard, c'est 10 puissance 9. Nous sommes donc en dessous du milliard avec 2,08 fois 10 puissance 8. Donc finalement, si on sait que le Soleil existe depuis 5 milliards d'années et qu'il fait un tour en 208 millions d'années, combien
et ce qu'il a fait de tour depuis qu'il est apparu. On divise donc l'âge du Soleil par le temps qu'il met pour faire un tour, et on se rend compte que le Soleil, depuis son apparition, il a eu le temps de faire 24 fois le tour de la galaxie. Les résultats trouvés à travers cet exercice sont finalement assez pertinents et plutôt proches de la réalité. Cependant, les mesures et les calculs ont été légèrement arrangés au cours de cet exercice. En effet, pour ceux que ça intéresse, le Soleil il est plutôt situé à 26 000 années-lumière du centre de la galaxie. Donc il met finalement un petit peu plus de temps à en faire le tour. Il met 230 millions d'années plutôt que 208. Et il est un petit peu plus jeune, entre guillemets, puisqu'il n'a que 4,6 milliards d'années. Donc finalement, il n'aurait eu le temps de faire jusqu'à présent que 20 fois le tour de la galaxie. Voilà qui conclut notre première séance d'exercice corrigé sur la description des mouvements. J'espère que vous êtes bien au point sur les notions de référentiel, de trajectoire ou les calculs de vitesse moyenne. Si c'est le cas, je vous invite à visionner à présent la seconde séance d'exercice corrigé qui elle est dédiée au calcul de vitesse instantanée en un point et à la représentation des vecteurs vitesse.